Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 125e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre The Income Factory de Stephen Bavaria, écrit en 2020. Dans son livre, l'auteur explore des stratégies efficaces pour créer des revenus qui sont passifs, stables et durables. Il offre des conseils pratiques pour les investisseurs qui cherchent à construire un portefeuille d'investissement qui génère des revenus réguliers et passifs. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui ces stratégies-là. Premier élément de synthèse, c'est le pouvoir des actifs à revenus. Donc, au départ, il faut comprendre le pouvoir des actifs qui génèrent des revenus. Donc, Bavaria souligne l'importance de comprendre les différents types d'actifs qui génèrent des revenus comme les actions à dividendes, l'immobilier locatif, les obligations et les fonds de revenus fixes. Donc, il donne quelques exemples d'actifs générateurs de revenus et comment fonctionne la distribution de ces revenus-là pour chacun d'eux. Donc, si on commence avec les actions à dividendes, il dit que les actions à dividendes, c'est des actions qui sont émises par des entreprises qui vont distribuer une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Les dividendes vont généralement être versés de façon trimestrielle, donc à chaque 3 mois ou bien une fois par année, et le montant du dividende par action va être déterminé par la société. Par exemple, une société qui fait 1 million en profit pourrait redistribuer 400 000 $, donc avec un payout ratio de 40 % dans ce cas-là, aux actionnaires. S'il y a 100 000 actions en circulation, bien, ça va donner 400 000 divisé par 100 000, donc 4 $ par action. Si ce titre-là se vend 100 $ et que tu reçois 4 $, tu as reçu 4 % de dividendes. Ensuite, il parle des obligations. Donc, il dit que les obligations, c'est des titres de créances qui sont émises par des gouvernements ou des sociétés qui promettent de rembourser le capital investi avec des intérêts à une date future qui est déjà déterminée. Donc, les revenus des obligations vont provenir des paiements d'intérêts périodiques qui vont être versés soit de façon, encore une fois, trimestrielle ou annuelle. Donc, en gros, des obligations, c'est un gouvernement ou une compagnie qui te rembourse une dette. Donc, c'est toi le créancier. Le taux d'intérêt des obligations va être déterminé au moment qu'ils vont être émis et va rester fixe pendant toute la durée de vie de l'obligation, sauf si vous avez des obligations à taux variable. Ensuite, pour l'immobilier locatif, il dit que l'investissement dans ce type d'actifs-là va impliquer l'achat d'un bien immobilier, comme une maison, un triplex, un immeuble commercial, dans le but de louer à des locataires. Ça peut être des chambres de maison aussi. Donc, il y a différents types là, d'immobilier locatif. Donc, les revenus de ces actifs-là vont provenir bien sûr des loyers qui vont être perçus auprès des locataires. Après avoir déduit des dépenses comme les taxes, les frais d'entretien, les frais de gestion, ben les propriétaires, comme vous peut-être, vont pouvoir percevoir le reste des loyers comme un revenu net. Le pouvoir là, des actifs qui génèrent des revenus passifs réside dans leur capacité à produire un flux de revenus qui est régulier avec un effort minimal de votre part, sauf dans l'investissement locatif là, qui demande un petit peu plus d'effort. Donc, l'auteur présente des éléments clés qui vont démontrer ce pouvoir-là. Il y en a 3. Le premier, c'est la stabilité financière. Donc, les actifs qui génèrent des revenus passifs vont souvent offrir une source de revenus qui est relativement stable et prévisible, ce qui peut contribuer à une stabilité financière à long terme. Il parle aussi de croissance du capital. Il dit qu'il y a certains des actifs qu'il vous a présentés qui vont générer des revenus passifs, comme les actions à dividendes et l'immobilier, mais qui peuvent aussi offrir la possibilité de croissance de capital en plus du revenu qu'ils vous génèrent. Donc, par exemple, les dividendes réinvestis peuvent contribuer encore plus à une croissance significative à long terme de la valeur des actions. Donc, tu peux acheter une action à 10 elle peut te verser 1 pendant 10 ans et quand même prendre la valeur et valoir 20 ou 30 dans 10 ans quand tu vas vouloir la vendre. Donc, on combine du dividende avec une croissance du capital. Je vais nuancer ici, là, souvent quand il y a des dividendes, c'est parce que l'argent n'est pas réinvesti. En fait, assurément, lorsqu'une compagnie te donne de l'argent de ses profits, c'est parce qu'elle l'utilise pas pour la réinvestir dans sa croissance. Donc, habituellement, règle générale,
les actions à dividendes ont une croissance en capital moins élevée. Donc, si vous êtes dans un compte non enregistré, c'est à considérer parce qu'il y a un impact fiscal. Troisième élément qui démontre le pouvoir des revenus passifs, selon l'auteur, c'est la protection contre l'inflation. Donc, il dit que les actifs qui génèrent des revenus passifs peuvent souvent offrir une protection contre l'érosion de la valeur due à l'inflation. Donc, il donne l'exemple des loyers de l'immobilier locatif qui peuvent augmenter au même rythme que l'inflation, ce qui peut maintenir le pouvoir d'achat de la personne qui reçoit ces revenus-là. Il parle aussi de liberté financière. Il dit qu'en construisant un portefeuille d'actifs qui génèrent des revenus passifs, les investisseurs peuvent, de façon progressive, là, atteindre un certain état de liberté financière où leurs revenus passifs vont couvrir leurs dépenses de manière régulière, ce qui va leur permettre de poursuivre leurs passions, leurs intérêts et leurs objectifs sans dépendre d'un emploi dit traditionnel. Je me suis mis une petite note ici, là, j'ai marqué attention. Pourquoi attention? C'est parce qu'on peut faire la même chose avec un titre de croissance. Il faut juste vendre quelques actions. Donc, si la croissance en capital est plus grande que le dividende d'une autre compagnie, ben, tu as juste à vendre des actions. Donc, je vais donner un exemple. Si tu as une action à 100 qui te donne 5 de dividende, mais qui n'a pas de croissance en capital, ben, dans un an, elle vaut 100 et tu as reçu 5. Si tu as une autre action qui vaut 100 et qui a fait 10 de croissance en capital, mais qui n'a pas donné de dividende, mais ton action vaut 110. Donc, dans le premier cas, tu as reçu 5 de dividende. Dans le deuxième cas, tu as reçu 0 mais si tu vends ton action, tu reçois 10 de plus. Donc, à la retraite, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce que c'est de recevoir de l'argent de façon magique dans le compte ou bien c'est de vendre quelques actions pour aller chercher ce revenu-là? Alors, tu sais, dans l'exemple que j'ai donné, même si tu vends ton action, mais tu as quand même fait 5 de plus. Tu as juste eu besoin de faire l'action de vendre ce produit-là. Donc, il faut être prudent quand on parle de dividendes à cause qu'on est à la retraite ou à cause qu'on veut un revenu passif. Ce revenu passif-là peut être généré par des actions à croissance aussi. Tu fais juste vendre tes actions. Et encore, le gain peut être, en fait, le gain peut être plus intéressant parce que justement, c'est un gain en capital. Donc, tu peux être moins imposé que si tu reçois un dividende. Deuxième élément de synthèse, c'est avoir un portefeuille diversifié. Donc, l'auteur dit de se construire ce type de portefeuille-là et il nous encourage à diversifier justement les gammes d'actifs qui vont générer des revenus dans notre portefeuille. Donc, en équilibrant les risques et les rendements potentiels, il dit qu'on peut maximiser nos revenus en minimisant les fluctuations du marché. Il parle bien sûr de diversifier entre le type d'actifs, donc d'avoir des actions à dividendes, mais aussi des obligations et de l'immobilier, mais aussi au sein de chaque actif. Donc, idéalement, on toucherait, par exemple, 3 types de secteurs ou de variantes dans chacun des types. Donc, tu pourrais avoir de l'immobilier locatif ou commercial, des actions à dividendes dans le secteur de l'énergie, des finances, de la consommation de base. Tu pourrais avoir des obligations à court terme, à long terme, des obligations gouvernementales, de société. Donc, c'est vraiment de diversifier le type d'actifs que vous avez. Donc, en gros, la diversification est essentielle, peu importe la stratégie que vous adoptez, que ce soit axé sur les revenus ou juste sur des FNB indiciels qui, eux, sont diversifiés souvent de nature. Troisième élément de synthèse, c'est justement l'immobilier locatif. Donc, comment investir dans l'immobilier locatif? L'auteur explore en détail les avantages d'investir dans ce type d'actifs-là, notamment à cause de la génération de revenus qui est régulier à cause des loyers et en plus de la création de valeur à long terme par l'appréciation de l'actif que vous achetez, que ce soit un bien immobilier, commercial, résidentiel, peu importe. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc.
Salut, c'est encore moi. J'aimerais éliminer les publicités automatiques de Spotify qui sont parfois en anglais. Donc, c'est pourquoi je vous propose de profiter de ma voix mielleuse ou utiliser la vôtre pour promouvoir vos services ou vos produits sur le podcast. Plusieurs forfaits sont présentement disponibles à moindre coût. Donc, écrivez-moi et on s'en jase si vous êtes intéressé. Donc, en gros, le principal avantage immobilier, c'est l'effet de levier. Si vous faites un rendement de 7 avec votre 100 000 en bourse, ou bien de 7 avec 600 000 grâce à l'effet de levier, bien, vous n'avez pas le même rendement, mais pas le même risque non plus et pas la même quantité de travail. Donc, si tu fais 7 avec ton 100 000, bien, tu as fait 7 000 Si tu fais 7 avec ton 600 000, bien, tu as fait à peu près 42 000 si je ne me trompe pas dans mes calculs rapides, qui ne sont pas toujours efficaces pendant que je suis en train d'enregistrer. Donc, tu as fait beaucoup plus d'argent. Bien sûr, tu vas avoir des intérêts à payer, mais au bout de la ligne, si le rendement est plus grand que le taux d'intérêt, tu vas pouvoir t'enrichir beaucoup plus rapidement avec l'effet de levier, mais tu peux te planter aussi beaucoup plus vite. Donc, l'auteur partage des conseils sur la sélection des propriétés, sur la gestion locative et la gestion des risques qui peuvent être associés à l'immobilier. Donc, pour sélectionner les propriétés, il dit que lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier locatif, il faut il faut choisir les bonnes propriétés. Pour faire ça, ça va impliquer de rechercher des biens qui sont situés dans des emplacements attractifs, comme des quartiers qui ont une demande élevée ou qui ont une perspective économique plus intéressante au niveau de la croissance. Il recommande également d'examiner attentivement les caractéristiques qui vont être spécifiques à chaque propriété, comme son état actuel, sa taille, sa configuration, ses équipements et son potentiel aussi de prendre la valeur à long terme. Au regard de la gestion locative, il souligne l'importance de bien gérer les propriétés une fois que vous allez avoir acquis celles-ci. Donc ça va comprendre la sélection de locataires qui sont fiables et solvables, la fixation des loyers à des niveaux compétitifs sur le marché et la gestion des relations avec vos locataires de manière professionnelle. Il encourage aussi les propriétaires à être réactifs aux besoins et aux problèmes des locataires en veillant à effectuer rapidement les réparations et l'entretien nécessaires et à effectuer ou maintenir la satisfaction des locataires en préservant la valeur de son investissement, donc prendre soin de ses immeubles. Il parle aussi de la gestion des risques associés à l'immobilier. Il nous met notamment en garde contre les risques potentiels associés à l'investissement immobilier comme la fluctuation du marché, les vacances prolongées, ça c'est quand tes logements sont vides, les dommages qui peuvent être causés à la structure de ton immeuble, les problèmes de conformité, puis les problèmes qui peuvent arriver avec tes locataires. Il recommande de prendre des mesures pour atténuer ces risques-là, notamment en ayant une assurance adéquate, en ayant des réserves de liquidité pour faire face aux imprévus et en effectuant, bien sûr, une diligence raisonnable avant d'acheter la propriété. En suivant ces conseils-là, il dit que les investisseurs peuvent maximiser les rendements de leur investissement immobilier tout en minimisant les risques potentiels. Et c'est logique, avant d'acheter un immeuble, il faut faire ses devoirs. Quatrième élément de synthèse, ce sont les actions à dividendes. Donc, comment sélectionner ces actions-là? Il met en lumière l'importance de la recherche fondamentale et également de l'analyse de l'état financier des entreprises pour identifier celles qui sont capables de maintenir et d'augmenter leurs dividendes dans le temps. Donc, il présente les points. En fait, moi, je vous présente les principaux points que j'ai retenus du livre sur les actions à dividendes. Ce n'est pas mon expertise. Je synthétise ses propos et j'ai fait des choix pour rendre ça un petit peu plus digeste. Donc, première chose à faire, c'est sélectionner des actions qui sont stables et établies. Donc, il nous recommande de choisir des actions émises par des sociétés stables et ces sociétés-là ont souvent une position compétitive solide dans le secteur, ce qui va leur permettre de maintenir leur rentabilité et de générer des bénéfices régulièrement, même dans des conditions économiques qui peuvent être variables ou désavantageuses pour les autres sociétés. Deuxième chose, il parle du versement de dividendes réguliers. Donc, il met de l'avant l'importance que le dividende soit versé régulièrement par l'entreprise. C'est une source de revenus stable pour vous et ils peuvent contribuer de manière significative à la croissance à long terme de votre portefeuille si vous réinvestissez ces dividendes-là. Donc, les entreprises qui versent des dividendes régulièrement, bien, ça démontre souvent leur engagement envers les actionnaires et on peut leur faire confiance dans leur capacité à générer du cash flow suffisant pour soutenir ces dividendes-là également dans le futur. Donc, il faut éviter en gros les sociétés qui ont coupé leurs dividendes ou qui remettent des dividendes, mais de façon irrégulière. Et enfin, il parle de recherche fondamentale. Donc, il insiste sur l'importance de s'informer auprès des entreprises dans lesquelles on va investir. Et ça comprend l'analyse des états financiers, des ratios financiers qui sont importants,
des tendances de croissance, des bénéfices puis du cash flow, puis évaluer également la solidité du modèle économique de l'entreprise. Donc ça va permettre d'identifier les sociétés qui sont capables de maintenir et d'augmenter leurs dividendes dans le temps en évaluant est-ce qu'ils ont la capacité de générer du cash flow suffisant, est-ce qu'ils ont un historique de dividendes, est-ce qu'ils ont des politiques de distribution du dividende par rapport à leur croissance future. Donc, il faut s'informer sur est-ce que ce dividende-là va être encore présent selon les fondements financiers. En gros, là, ça revient à la qualité fondamentale de la compagnie. Donc, on ne regarde pas juste s'il y a un gros dividende, on regarde si ce dividende-là est soutenu par des chiffres de qualité. En suivant ces principes-là, l'auteur dit que les investisseurs peuvent construire un portefeuille d'actions à dividendes qui est solide et durable et qui va leur générer un revenu passif stable et croissant dans le temps. Dernier élément de synthèse, c'est la gestion active du portefeuille. Donc, l'auteur insiste sur l'importance de surveiller régulièrement votre portefeuille et d'ajuster votre stratégie en fonction des conditions du marché et de vos objectifs personnels. Il nous encourage à investir de manière disciplinée, à éviter les émotions qui peuvent faire prendre de mauvaises décisions par rapport aux fluctuations du marché et à maintenir un horizon d'investissement à long terme. En gros, accordez du temps chaque semaine pour gérer vos choses et gérer vos émotions. En conclusion, le livre The Income Factory de Steven Bavaria, je trouve que c'est un guide pratique pour ceux qui cherchent à construire un portefeuille d'investissement qui génère des revenus passifs. Donc, il met beaucoup l'accent sur la sélection judicieuse d'actifs et il nous fournit certaines pistes pour bien choisir ces actifs-là selon nos objectifs financiers à long terme. J'ai appris un peu sur les actions à dividendes, mais pas tellement non plus. Ma stratégie n'est pas axée sur les dividendes parce que mes autres lectures m'ont montré que de miser seulement sur des actions à dividendes, ce n'est pas l'idéal et l'immobilier ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, c'est un livre que je recommande pour ceux qui souhaitent avoir un revenu passif et stable, mais je trouve que vous seriez mieux servi en lisant 1 ou 2 livres sur chaque catégorie d'actifs, donc obligations, actions à dividendes et immobilier, au lieu de lire ce livre-là qui aborde un peu tout, mais en surface. Le key point, qu'est-ce que je retiens du livre? Ce que je retiens, c'est qu'un critère important dans la sélection d'une action à dividende à long terme, c'est la constance dans le versement de ce dividende-là, mais aussi sa croissance dans le temps au regard de l'inflation. Donc, on veut un dividende qui est constant et en croissance dans le temps. La semaine prochaine, je réponds à la question de certains auditeurs et ce jeudi, je présente 4 actions sur ma liste de titres potentiels, soit IDEX Laboratories, donc IDXX, Microsoft MSFT, Manhattan Associates MANH et Fortinet FTNT. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.